Et salut à tous les mecs, bienvenue pour cette nouvelle émission de PL Show, votre émission hebdomadaire sur la Première Ligue et l'actualité du football anglais. Aujourd'hui les gars, on va revenir sur une semaine de Ligue des Champions catastrophique pour les clubs anglais. On a beaucoup de choses à dire et surtout répondre à une question qui tout le monde se pose actuellement sur les réseaux sociaux. Est-ce que la Première Ligue est surcotée? Et pour ce faire les gars, j'ai des invités de très grande marque. Je vais commencer avec Ado de la chaîne YouTube, Ado comme ça se dit. Salut Ado. Exactement. Salut Simon, salut Tom, j'espère que vous allez bien. Écoute, moi je suis très content. Déjà, merci de l'invitation, merci d'avoir pensé à moi, Il ça n'y fait a pas de vraiment souci, plaisir. merci à toi d'être venu. Comme vous le voyez, bah c'est normal. Supporter de Manchester United depuis de longues, longues années. Bon, pour une fois, mon club n'est pas concerné par les résultats catastrophiques dont on va discuter dans la vidéo. Mais ouais, très content d'être là en tout cas, merci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci à toi d'avoir accepté. Et je suis aussi avec Tom Clapisson. Tom Clapisson, voilà, c'est la première fois que vous le voyez sur Internet, éducateur chez les jeunes du FC Dieppe. Salut Tom. Salut, donc merci encore une fois de m'inviter et ça va être un plaisir de pouvoir parler de foot, hein, comme toujours. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va directement entrer dans le vif du sujet, les gars. Au début, j'aimerais un peu revenir sur un peu le sentiment, avant d'aborder match par match, j'aimerais un peu revenir sur le sentiment un peu global de cette semaine. On va parler que de la Ligue des Champions, hein. On va laisser la Ligue Europa et la conférence pour la semaine prochaine, même si c'est pas forcément beaucoup mieux. Mais voilà, est-ce que pour vous, c'est une catastrophe historique et ça soulève un plus gros problème ou est-ce que pour vous, c'est juste un accident? Et je te lance, Ado. Écoute, une catastrophe historique, honnêtement je pense parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu autant de clubs anglais perdre ou faire des résultats mauvais sur une seule et même journée de Ligue des Champions. Donc c'est possiblement historique, une catastrophe historique. Et je dirais même que c'est une catastrophe sur deux points. Le premier, une catastrophe sportive, évidemment, parce que sur les 6 équipes anglaises engagées, il y a 0 victoire. Et des résultats vraiment, vraiment catastrophiques pour certaines équipes. On va, je pense, voir ça plus en détail. Et une catastrophe sur un autre volet qui est le volet de l'image. Qu'est-ce que la Première Ligue a renvoyé comme image aux yeux du monde, aux yeux de l'Europe, aux yeux du football, hein, tout simplement, ce mardi et ce mercredi? Eh ben, c'est tout simplement catastrophique. On voit que là, il y a des débats qui commencent à venir d'un peu partout. Et ta question en est la preuve, hein. Est-ce que la Première Ligue, c'est pas finalement un championnat surcoté? euh, Là, on voit beaucoup de personnes remettre en question le niveau réel de la Première Ligue parce qu'effectivement, le championnat, spectacle, storytelling, ce qu'on veut, mais au final, en Europe, dans les grands rendez-vous, bah, on se rend compte que c'est pas vraiment positif, en tout cas cette saison, sur cette phase à élimination directe. Donc oui, la catastrophe, on peut dire que c'est une catastrophe, ce qui se passe depuis les matchs précédents là. Ouais. Un petit mot de Tom là-dessus. Est-ce que pour toi c'est plus une catastrophe qui va plus loin ou c'est juste un accident cette semaine pour toi? Alors je suis totalement d'accord déjà avec ce qu'a dit Ado. Après, de mon point de vue, catastrophe, faut attendre quand même de voir le match retour. À la limite, pour le résultat comme celui de City ou quoi, on peut parler de catastrophe. Mais typiquement, je pense à Arsenal, Newcastle avec leur à partout. Tout est encore faisable au match retour, même si c'est vrai que pour Arsenal, ça aurait pu se passer différemment, même pour Newcastle en soi, vu le niveau qu'a affiché le Barça. Mais parler de catastrophe historique, je comprends qu'on puisse se poser la question. Je- Attendons de voir le match retour, c'est ce que je me dis. Voilà. Mais sinon, totalement d'accord quand même Ouais, sur cette question. je te rejoins évidemment. Dans l'analyse, il faut prendre en compte le contexte global du match aller et du match retour. Après, quand Simon posait la question, je pense que c'est vraiment axé sur les matchs qu'on a eu là aujourd'hui et catastrophe historique d'un point de vue comptable, dans le sens où je suis pas sûr que sur une même journée de Ligue des Champions, on a des clubs anglais avec zéro victoire, C'est honnêtement. vrai. Faudrait vérifier, mais j'ai pas le souvenir. Moi, je rejoins un petit peu tous les deux parce que là, je pense qu'on peut clairement parler de semaine catastrophique hein, pour les clubs anglais. Zéro victoire, c'est quand même, comme tu as dit Ado, moi personnellement, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça quoi, pour des clubs anglais, surtout en huitième de finale et surtout avec autant de représentants en huitième de finale. Surtout que pour beaucoup de ces clubs, même s'ils sont pas forcément favoris à la victoire finale en Champions League, ils sont au moins prétendants, au moins outsiders. Maintenant, pour moi, le problème, il est plus profond en fait que juste un simple accident. Donc c'est pour ça que je te rejoins aussi un peu Ado là-dessus, parce que en fait pour moi le problème c'est un problème tactique. C'est qu'en première ligue on l'a vu, on le voit souvent, il y a beaucoup d'intensité, mais on le voit aussi souvent et je pense que tout le monde va avoir l'image en tête en première ligue.
ces défenseurs qui ont la balle, qui attendent un espace sans forcément beaucoup de joueurs qui viennent les presser. Pour moi, c'est un souci du contrôle en première ligue. Cette obsession du contrôle parce que dans les autres ligues, je vais penser par exemple au FC Barcelone, par exemple, quand ils perdent la balle en Liga, il y a moins de talent, on va dire, global dans le championnat. Donc quand tu perds la balle contre Osasuna, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de la récupérer quand tu perds la balle face à Brighton, par exemple, où tu as des joueurs de ballon, tu as des mecs comme Baleba, tu as des mecs comme Mitoma, etc. Et encore, j'en oublie plein, mais tu as des mecs qui savent manier le ballon et c'est beaucoup plus dur de récupérer le ballon. Donc ce qui fait que du coup, ces équipes de première ligue qui sont dans le championnat, qui sont conditionnées avec cette idée de contrôle, pour moi, après, ont beaucoup de mal à, à arriver en Ligue des Champions parce qu'ils perdent beaucoup d'imprévisibilité. Et ça rejoint un peu dans ce qu'on disait avec cette notion de s'annuler tactiquement dans Arsenal-Chelsea la semaine dernière. C'est que pour moi, ouais, ça marche en championnat, mais maintenant dans d'autres styles de football, on voit que ça a ses limites, quoi. Maintenant, je pense que voilà, il y aura quand même des clubs anglais en quart. Moi, je pense que Arsenal et Liverpool vont se qualifier. C'est mon avis. Donc voilà. Donc voilà, pour ça, les gars, c'était une petite avis global de la semaine, à part si vous avez quelque chose à rajouter, pardon. Bah, ce que je peux rajouter très, très rapidement, c'est que en préambule, je disais que c'était une catastrophe aussi en termes d'image. Et on sait que la Première Ligue accorde énormément d'importance à son image, parce que si aujourd'hui elle est si puissante, contrairement à la Liga où il y a des problèmes financiers, la Serie A, etc., c'est que la Première Ligue vit beaucoup grâce aux droits télé. Et qu'on se le veuille ou non, si tes résultats en Europe, quand tout le monde a la télé allumée, tes résultats sont mauvais, bah forcément les gens vont commencer à se désintéresser de ton produit, parce que les gens, c'est naturel, on veut voir les meilleurs. Et aujourd'hui, les meilleurs, c'est qui? C'est le Barça, c'est le Real, c'est le Bayern, etc. Et aujourd'hui, si tu continues dans cette voie-là, à avoir des résultats compliqués, catastrophiques, alors, faut pas s'alarmer, hein, encore une fois, hein, il y a le match retour, etc. Mais si on continue dans cette voie-là, attention à l'image et au produit Premier League qui peut en pâtir en Europe. Parce qu'en Angleterre, les Anglais, ils voient que leur championnat, ils voient que ce qui se passe chez eux. Mais en Europe, c'est pas le cas. Non, franchement, je suis carrément d'accord. Bah, de Voilà toute ce que façon, je tu le peux vois ajouter. avec Non, je suis d'accord avec toi. De toute façon, tu le vois avec ce qui se dit sur Twitter, hein. Là, on a eu tout le monde qui est venu dire que la première ligue c'était surcoté et tout. Et d'ailleurs, on va répondre à cette question. J'ai oublié de le dire, my bad. On va y répondre en fin d'émission, les gars, après avoir analysé un petit peu les matchs un par un. On peut donner notre avis global sur les matchs. Et d'ailleurs, les gars, on va y passer. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors malheureusement, on n'a pas avoir beaucoup de choses très positives à dire, mais on va commencer par Real Madrid-Manchester City avec pour moi un événement qui était ça relève du paranormal, hein. Tu te prends un triplé de Federico Valverde en huitième de finale de Ligue des Champions, et avec quel but d'ailleurs. C'est clairement un événement paranormal. Maintenant, voilà. Il faut aussi parler du raté de Manchester City. Coupez-moi, les gars, si jamais vous avez quelque chose à dire. Mais pour moi, voilà. Tu joues un Real qui est déjà malade, qui t'avait éliminé l'année dernière. Tu te devais d'arriver dans ce match en tant que protagoniste. Alors, ok, tu as fait un bon début, etc. Maintenant, le premier but de Valverde, il t'assomme complètement dans le match. Voilà, j'ai aussi des trucs à dire et tout sur Guardiola, mais vous les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Vas-y Tom, je te lance. Alors déjà moi, en tant que supporter du Barça, j'espérais clairement voir City à la hauteur, surtout avec les derniers affrontements qu'il y a eu récemment dans l'histoire. On espérait, voilà, enfin en tout cas moi j'espérais que City soit à la hauteur, surtout tactiquement, et ça n'a pas été le cas. Après, certes, le Real a quand même sorti un match typique du Real Madrid de la Ligue des Champions. Ils ont mis le pressing quand il fallait, ils ont mis de l'intensité, etc. Mais c'est vrai que tactiquement, il y a même juste pas de la tactique, mais en termes de choix de joueurs, etc. Il y a des choix qui laissent à désirer. On pense évidemment à Cherki. C'est vrai que ne pas mettre Cherki titulaire face au Real Madrid, pour moi, c'est quand même une énorme dinguerie. Et surtout, avec tout le respect que j'ai pour Savigno, super joueur, mais quand on voit le match qu'il fait, franchement, j'aurais bien aimé voir Cherki, tu vois. Après, sinon, pour ce qui est du match de Manchester City, globalement, j'ai trouvé qu'il y avait pas tout acheté, surtout au milieu de terrain, avec Bernardo Silva, Rodri qui apportent vraiment de la technique et qui peuvent aller vers l'avant, mais ça, on n'arrivait pas à trouver ces attaquants, ou en tout cas pas de façon efficace. Et, excusez-moi si je divague un peu, mais en gros tout ça pour dire que ça manque d'un cadre devant, même de plusieurs cadres devant qui sont à la hauteur, même si Doku a essayé, etc. Bref, je vais pas m'étaler sur chaque joueur. Je vous laisse donner aussi votre avis. Non, Moi, si je peux rebondir, non, vas-y, Ado, pardon. vas-y. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec la lecture que tu fais du match. Je dirais même que Manchester City, globalement, alors indépendamment du résultat, a même plutôt dominé
la rencontre, d'un point de vue statistique en tout cas. Même au niveau des momentum sur le match, Manchester City a plus de choses entre guillemets à se mettre sous la dent que le Real Madrid. Mais un Real Madrid à domicile, avec le maillot en Ligue des Champions, etc., on sait comment ça se termine quasiment à chaque fois. Concrètement, ils marquent leur but sur une fenêtre de 20 minutes. C'est 20 minutes où Manchester City s'arrête quasiment de jouer, ou a un énorme trou d'air, ou même Donnarumma se trouve à un moment donné sur une sortie où, je sais pas, j'ai l'action en tête, là, je me dis peut-être qu'il va mettre la main, mais finalement il la met pas, je sais pas, il a peut-être peur de C'est déstabiliser incompréhensible ce qu'il Valverde. fait Donnarumma. Ouais, je pense qu'il Voilà, est. donc là tu tues ton équipe encore plus. Donc tout n'est pas à jeter. Je pense que le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Je pense que le score D'accord. est quand même assez sévère. Maintenant, ça reste un 3-0 à remonter. Le point positif, c'est que tu reçois au match retour à l'Etihad. Mais la tâche, pour moi, me paraît quand même assez insurmontable quand on sait que le Real Madrid, bah, c'est sa compétition. Même si la Ligue des Champions nous réserve toujours des surprises, des remontadas folles. Donc, tout n'est pas, on va dire, perdu pour City. Non, moi je suis d'accord avec toi, Ado. En fait, j'entends ce que tu dis par rapport au fait que le Manchester City a plutôt dominé, était plutôt au-dessus dans ce match. Maintenant, c'est trop peu. Alors oui, ok, c'était au-dessus, mais je trouve que au Real Madrid, à Bernabeu, dans le huitième de finale de Champions League, tu peux pas te contenter de ça. Et moi, pour moi, le principal fautif dans ce match, c'est surtout Pep Guardiola. Comme Tom, tu l'as dit, tu te passes encore une fois de Cherki. Marmouche qui est en forme, il rentre qu'à la 82e. O'Reilly, ça fait des semaines qu'on dit qu'il est hyper fort au milieu de terrain, que Guardiola a trouvé son milieu de terrain avec O'Reilly et Rodri. Et là, pour ce match-là, tu le mets arrière gauche. Donc en fait, le message, c'est quoi? Le message envoyé à tes joueurs, c'est bon, ok les gars, toutes les certitudes qu'on avait, on les jette pour ce match et on y va sans certitude. Sauf qu'au Bernabeu, bah, même face à un Real Malade, comme tu as dit, je sais plus si c'était Tom ou Ado, mais quand tu arrives au Bernabeu avec la petite musique de la Champions League, tu peux pas te permettre de faire un match comme ça. Et là, le City, ils en payent beaucoup. Alors, oui, t'as eu Gueye qui a fait un match pas terrible. T'as Rodri qui a une petite satisfaction du match. Je trouve il revient quand même à un niveau assez intéressant. Moi, je suis Ouais, désolé. je suis d'accord. Erling Haaland, alors oui, on n'a pas le droit d'en parler parce qu'il met 25 buts en 10 matchs, tout ce que vous voulez. Mais je trouve quand même que sur ce genre de match, c'est pas la première fois qu'il passe au travers. En fait, Haaland, quand il marque pas ses buts, eh ben, il sert à rien dans une équipe. Voilà. Ça fait mal de dire, mais je trouve qu'il sert. Là où, par exemple, on va revenir après, mais un attaquant, justement, qui s'est fait aussi critiquer cette semaine, Joao Pedro à Chelsea. Moi, j'ai trouvé que Joao Pedro avait pas fait un match si dégueulasse dans la liaison avec mais on va en reparler plus tard. Mais au moins, voilà, un mec comme Joao Pedro, alors évidemment, il est moins bon que Haaland, tout ce que vous voulez. Hein. Je préfère avoir Haaland dans mon équipe tous les jours. Maintenant, je trouve qu'un Joao Pedro, quand il marque pas de but, il est beaucoup plus utile à son équipe qu'un Erling Haaland. Donc voilà, moi cette défaite, je la mets vraiment sur d'autres Guardiola, qui encore une fois, on n'a pas compris ce qu'il voulait faire. Encore une fois, dans le gros match de Ligue des Champions, il a trahi ses joueurs, il a trahi ses fans. Et du coup, ça fait 3-0 et on espère tous pour le foot anglais que City va remonter au match retour, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. J'ai beaucoup de mal à y croire et voilà, ou en tout cas, ça se fera avec des autres hommes de base. Donc voilà, je sais pas si vous avez un petit truc Mais à rajouter, les gars. pour appuyer, ouais, carrément, pour appuyer ce que tu dis par rapport à Guardiola. Moi, j'aime bien dire Guardiola, sur ce match-là, il a fait du guardiolisme. Ça veut dire que, comme tu l'as très bien dit, il avait des certitudes sur certains joueurs, sur Cherki, sur O'Reilly un cran plus haut. Là, enfin, tu mets même Kuzanov arrière droit sur le match. On sait que c'est pas son poste. Donc, qu'est-ce que tu vas tenter quelque chose comme ça sur un match à élimination directe au Bernabeu? C'est complètement lunaire. Donc Guardiola, la défaite, oui, je suis d'accord, elle est à mettre sur son dos. Et je voulais juste revenir sur un point par rapport à Haaland. Haaland, malheureusement pour Manchester City et Guardiola, ça lui est jamais arrivé, sauf à l'époque du Grand Barça, et encore, il est Haaland dépendant sur sa capacité à marquer des buts. À une époque, au Barça par exemple, si Messi marquait pas, t'avais d'autres joueurs qui pouvaient prendre le relais. Sur les années précédentes à Manchester City aussi. Là, aujourd'hui, j'avais vu une statistique, j'ai plus la stat exacte, mais Doku, ça fait des mois qu'il a pas marqué. Savigno, c'est pareil. Semenyo, heureusement qu'il en met de temps en temps, mais Haaland, ça fait un moment aussi qu'il a du mal à marquer. Il a une sacrée baisse de forme, Erling Haaland. Et tout ça additionné, Marc Guéhi qui découvre la Ligue des Champions aussi, tout ça additionné me font penser que ça va être très compliqué au match retour, même si comme tu dis pour la première ligue, pour le foot anglais, bah, ce serait bien qu'ils aillent loin. Et sans parler du fait que je supporte Manchester United, honnêtement, ça m'embête quand même de voir Manchester City galérer comme ça en Ligue des Champions.
Juste pour revenir sur ta stat pour Haaland, pour appuyer ce que tu dis, il a pu marquer depuis le 11 février, sachant que là, à l'heure où on enregistre cette émission, on est le 13 mars. Donc ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas marqué. Pour un joueur comme Haaland, c'est quand même à mettre en lumière. Donc voilà les gars, je sais pas si vous avez autre chose C'est à dire lunaire, c'est sur... lunaire. Et Doku, c'est encore pire. Doku, ouais. Après, Doku, c'est pas celui que j'ai trouvé le Excuse-moi, je plus... t'ai coupé. Non, t'inquiète, c'est pas celui que j'ai trouvé le plus mauvais sur ce match non plus. Doku. Ouais, c'est vrai que dans la production, on va dire, intrinsèque du jeu, oui, c'est correct. Mais à un moment donné, t'es un joueur offensif, et sur quoi est-ce qu'on va te juger à la fin de la saison, tes statistiques? Ouais, Et c'est sûr, c'est Doku, sûr. aujourd'hui, c'est pas un franchise player qui te permet Il a aujourd'hui marqué un d'aller seul but en première ligue. grappiller des points. Voilà, un seul but en première ligue. J'ai pas besoin de continuer à développer. Voilà. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. On en avait parlé en plus de Manchester City. On avait dit qu'il y avait un Manchester City du début de saison avec Doku, Cherki, etc. Et un nouveau Manchester City avec Semenyo, avec tout ça. Mais on ne l'a pas vu ce nouveau Manchester City face au Real Madrid. Voilà. Bon, est-ce que vous avez un truc à rajouter les gars sur ce match ou est-ce qu'on peut passer à un autre gros match de cette semaine? Bon, je pense que pour ma part, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce match. Pareil. Ok les gars, bon, on va tout de suite alors passer à Chelsea PSG parce que ouais, Chelsea PSG. Euh, pour moi, c'était le plus beau match de la semaine en termes de kiff à regarder, etc., de tension. En fait, Chelsea m'a à la fois moi déçu et en même temps rassuré. C'est-à-dire que ils m'ont rassuré pendant 70 minutes. On voyait qu'ils étaient dans le match, qu'ils ont pu répondre aux champions d'Europe quand même parisiens, même plusieurs fois. Était pas loin de comment dire d'appuyer, de marquer ce but. Hein. Bah, on le voit sur le but du 2-1 de Dembélé, c'est pas le mur qui a un gros face à face juste avant où bon, Safonov sort l'arrêt qu'il faut, mais l'action est quand même peut faire mal. Malheureusement, voilà, il y a les 20 dernières minutes du match et les 20 dernières minutes, tu peux pas les occulter de l'analyse parce que Chelsea a perdu sa qualification dans ces 20 dernières minutes. Si Chelsea avait perdu 3, voire même 4-2, je t'aurais dit, ils auraient pu faire un truc. Maintenant, ils sont pris 5-2. Moi, la défense, ça m'a encore une fois fait très, 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 très peur. Et on l'avait dit sur le space d'avant-saison avec mon ami David de French PL que je salue. On l'avait dit, le problème de Chelsea, ça va être clairement la défense cette année, sinon l'équipe elle est bonne. Bah, on l'a clairement vu là. C'était mercredi soir contre le PSG. On a Fofana et Chalobah. Et le match, il était. Et pourtant, j'adore West Fofana, mais le match, c'était un match d'agent double, vraiment. Jorgensen, pareil, il te fait une boulette qui te tue et même après il continue. Je me rappelle d'une fois où il fait une erreur où t'as Enzo qui lui dit mais arrête ça quoi, arrête ça, dégage là. Donc voilà, surpris par Chelsea qu'ils aient pu autant tenir le choc, mais du coup quand même déçu qu'ils aient lâché aux 20 dernières minutes pour moi. Et vas-y, je te lance Ado sur ce match. Ouais, carrément, bah, je partage ton avis sur le fait que surpris aussi du score surtout, parce que Chelsea fait un match plutôt cohérent jusqu'à ouais, la 70e minute à peu près, et qui craque complètement physiquement, je l'ai trouvé sur la fin de match, où, et c'est là, on va peut-être en venir après, quand on va vraiment parler de la Première Ligue globalement, et c'est là où le fait d'avoir un championnat aussi exigeant que la Première Ligue dessert aujourd'hui une équipe comme Chelsea et dessert d'autres équipes aussi Mais dans ce genre juste d'échéance. désolé, Parce que là, je te coupe très rapidement, juste par rapport à ce que tu dis, parce que j'aimerais juste revenir dessus. Est-ce que pour toi c'est vraiment physiquement qu'ils ont craqué? Est-ce que c'est pas plus mentalement? Parce que moi j'ai pas l'impression que, tu sais, d'une minute à l'autre ils aient complètement lâché le match. C'est pas mon impression en tout cas. bah, honnêtement, sur la fin de match, je voyais une vague. Le PSG, ils ont joué en noir sur ce match-là. Une vague noire sur le but de Jorgensen. Chelsea n'arrivait plus à sortir un ballon. Chelsea n'arrivait plus à ne serait-ce qu'essayer de respirer un petit peu et prendre de l'air. Ils étaient vraiment étouffés et ils ont pris les vagues. Un but, deux buts, trois buts. Physiquement, je les ai trouvés vraiment empruntés sur la fin de match. Et c'est paradoxal parce que le match d'avant, il gagne assez facilement contre West Ham, excuse-moi si je prononce mal, Wrexham, je sais pas comment dire. Et il gagne juste avant contre Aston Villa assez sereinement aussi, Wrexham. 4-1 juste avant. Wrexham, merci pour la correction. Donc le fait de jouer un championnat aussi exigeant de la Première Ligue qui nécessite de puiser dans tes réserves, que ce soit que tu joues Brighton, que tu joues City, que tu joues Sunderland, peu importe, eh ben, peux le payer sur ce genre de match-là, sur des fins de match comme ça, et c'est ce que personnellement j'ai vu. Là où le PSG, au contraire, a fait décaler son match contre Nantes pour le Alors match ça c'est une honte, le ça match c'est une retour. honte. Non, mais tu vois, un peu, en première ligue, il n'y a pas de cadeau comme ça. Il n'y a pas de cadeau. Donc,
il faut aussi mettre ça en perspective dans les résultats qui peuvent c'est être clair. décevants sur les équipes de Première Ligue en Ligue des Champions. C'est pas une excuse encore une fois, mais c'est à ajouter au contexte. Et le match de Chelsea, je suis un peu déçu pour eux parce que ils ont fait un match cohérent pendant 70-75 minutes et après ils ont pris l'eau comme tu as dit, Fofana, Chalobah, Jorgensen, le triangle des Bermudes derrière où ils ont complètement vendu le match un peu sur la fin du match, hein, concrètement. Donc ouais, très déçu pour Chelsea et je pense pas, pour le coup, j'ai plus de choses qui me font dire que City peut peut-être le faire que Chelsea contre le champion en titre, ça va être impossible pour moi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Bah, surtout juste pour revenir, hein, là, Chelsea, ce week-end, il se déplace à Newcastle, il se déplace, ou en tout cas, il joue contre Newcastle samedi soir, là où Chelsea va avoir un week-end de repos, donc forcément, ils vont être bien avantagés. Et voilà, Tom, un petit mot sur ce match. C'est quoi ton avis global? Est-ce que Chelsea t'a déçu? Est-ce que Chelsea t'a surpris? Dis-nous un peu ton avis sur ce match. Alors, partage le même sentiment que vous. Je voulais voir Chelsea gagner, mais ils m'ont convaincu, etc. Quand ils sont revenus à 2-2. Mais c'est vraiment, comme vous dites, les 30 dernières minutes. Et là où je rajoute comment dire, là où je te rajoute du crédit, Ado, dans ce que tu dis, c'est qu'en plus en première ligue, il y a quand même deux coupes. Donc si un club va loin dans les deux coupes, ça joue. Il y a des matchs tous les trois jours parfois, comme vous le dites, très intensifs. Là où Paris a décalé son match, et je pense quand même que ça a joué. Maintenant, le match retour, on sait jamais ce qui peut se passer à Stamford Bridge avec la Ligue des Champions. On l'a vu, même par exemple typiquement, je sais pas si ça a vraiment un grand lien, mais la Coupe du Monde des clubs cet été, je m'attendais pas du tout à ce que Chelsea le fasse, et ils ont maîtrisé leur match de A à Z. J'étais très surpris. Je me demandais comment c'était possible, et franchement, ils ont su maîtriser Paris, donc ils peuvent peut-être le refaire. Surtout que Paris, on connaît les excès de confiance en Ligue des Champions. Peut-être que les malédictions sont toujours là. C'est pas parce qu'ils l'ont gagné que voilà. Mais après, c'est sûr que comparé aux autres clubs anglais, c'est celui que je vois le moins passer. Vu le niveau qu'affiche Paris, surtout, c'est quand ils veulent, ils sont imprenables. Ah ouais, complètement. Et juste pour compléter ce que tu Non, dis, c'est ça. je viens de Franchement, vérifier. ah, my bad, my bad. Non, en fait, ça avait bugué de mon côté, je t'avais pas entendu, Ado. Vas-y. Non, t'inquiète, pas de souci. Non, c'est juste pour apporter un élément qui me font penser que Chelsea physiquement a baissé le régime concrètement. C'est que le match bascule après les premiers changements de Luis Enrique et l'entrée de Kvaratskhelia, pardon, où il y rentre, doublé, passe décisive, tu sens qu'il est frais. Et là où Rosseigneur met du temps à faire ses changements, je crois que c'est après la 80e, 82e minute. Et regardez la qualité aussi des joueurs qui rentrent du côté PSG. Tu fais rentrer Kvisha. Côté Chelsea, tu fais rentrer Liam Delap, tu fais rentrer Alejandro Garnacho. Je suis très content de le voir à Chelsea d'ailleurs, celui-là. Très très content de l'avoir vu partir de Manchester. Mais il y avait un gros déficit physique sur la fin de match et les changements, le coaching a planté le dernier clou dans le cercueil de Chelsea, quoi. Ouais, non, bah, je suis plutôt d'accord, je suis plutôt d'accord. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que Chelsea n'a pas de banc avec tout cet argent investi, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, on va revenir vite fait sur Atlético Tottenham maintenant, le match du chaos, le match du divertissement. Voilà, clairement. Et j'ai des choses à dire sur ce match parce que j'ai on va dire une unpopular opinion un petit peu. Tom, je sais que tu étais gardien dans ta jeunesse. Un très bon gardien d'ailleurs, hein. Je pense que s'il y a des recruteurs de Ligue 1 qui nous entendent là, vous pouvez, je vous passerai son numéro si vous voulez. Moi, je sais que tu étais gardien de ta jeunesse. C'est quand même un match où on a eu un fait assez surprenant avec Kinski. Parle-nous un petit peu de ton avis sur ce match. Est-ce que pour toi la défaite de Tottenham est méritée? C'est quoi ton avis aussi sur le dossier Kinski, quoi, littéralement c'est quoi ton avis dessus, quoi? Alors déjà, le match en soi était intéressant, mais plus de par les erreurs défensives, ou même ça peut aller plus haut que la défense, mais c'est plus les équipes qui ont poussé l'autre à l'erreur, surtout l'Atlético qui a poussé Tottenham à l'erreur. Mais après, ils ont pas non plus fait un pressing. Si, ils ont quand même bien pressé, mais pas, il y avait rien d'exceptionnel. C'est des erreurs très bêtes de la part de Kingsley. Après la question que moi je peux me poser, c'est est-ce que c'était vraiment le bon choix de le sortir pour lui? Après, certes, euh, pardon, Vicario, la rentrée de Vicario, elle est très bonne. Il fait ses arrêts, même si je dis pas, ou non, sur le but en plus, sur le quatrième but qu'ils prennent,
il est pas fautif si je me souviens bien. Mais après, sortir Kingsley, ouais, moi ça me rappelle beaucoup le cas, je sais pas si vous allez vous souvenir, c'était encore une fois Tottenham, je crois que c'était contre Manchester United, ça devait être en Carabao ou en FA Cup. Et c'était Foster, un gardien de je sais plus 40 ans, etc., qui avait joué, qui avait fait deux Forster, ou ouais. trois boulets, Forster, ouais. 3 buts à. Ouais, Foster. Oh, il est ridicule. C'est Il est Glenn ridicule. Forster. Ok, Forster, autant pour. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, dès que j'ai vu ça, j'ai pensé directement à lui. C'est vraiment le même cas. Il a coûté 3 buts. Et après, pour le coup, là où c'est difficile à comparer, c'est que Forster avait vraiment eu une attitude nonchalante où là, pour le coup, j'aurais compris qu'il sorte. C'est-à-dire vraiment qu'il se donnait pas. Là où Kinski, bon, après, il peut pas faire grand-chose, mais tu le sentais vraiment dépité, quoi. Et ça rentre au vestiaire directement. C'est difficile. Je pense que je suis à la place d'Igor Tudor. Déjà, pourquoi le mettre titulaire quand t'as un gardien Ouais, comme Vicario qui fait très bien le taf, ben, c'est d'accord. des choix qui peuvent se questionner. Je vais vous Ado, laisser la main là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Ouais. un petit Ouais, mot bah, à dos je suis pour d'accord rebondir avec sur ce toi. que tu avais dit. Déjà, ouais, complètement. Bah, Tom a complètement raison. Déjà, de poser la question de pourquoi tu titularises Kinski, un très jeune gardien qui a très peu d'expérience. Tu le fais rentrer comme ça dans un match aussi tendu, alors que tu as Vicario qui statistiquement fait partie des 3-4 meilleurs gardiens de Première Ligue, qui sans lui, Tottenham serait relégable statistiquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Tottenham aurait dû encaisser plus de buts en Première Ligue que ce qu'ils ont encaissé grâce à Vicario qui lui permet de garder la tête hors de l'eau. Et moi, honnêtement, les gars, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Alors, je m'attendais pas à une telle claque. 5 buts à 2. Le score, c'était quoi? C'était 5-2, ouais. 5 buts à 2 aussi, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est ça, ça. Je m'attendais pas à une telle claque, honnêtement, mais vu la forme actuelle de Tottenham qui concrètement perd tous les week-ends en Première Ligue, ça m'étonne pas. L'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano, c'est une purge à aller jouer, ok. Griezmann qui retrouve une forme intéressante, honnêtement, à l'aube de la Coupe du Monde, vraiment top. Enfin, je sais pas s'il y sera, mais en tout cas top. Euh, mais Tottenham, honnêtement, ouais. Déjà, moi, la première erreur de Tottenham, elle se situe même pas sur ce match-là. Elle se situe le jour où ils ont décidé de virer Thomas Frank. Pour moi, en tout cas. Il fallait lui laisser plus de chance, plus de temps. Tottenham, c'est compliqué cette saison. Si on regarde l'infirmerie, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Tu te retrouves à faire jouer des Palinha latérales, tu te retrouves à faire des choix lunaires parce que ton effectif est complètement décimé. Donc, virer Thomas Frank comme ça, c'est compliqué. Et surtout pour ramener Igor Tudor, qui pour moi est un coach, je vais pas dire surcoté, mais qu'est-ce qu'il a fait Igor Tudor pour mériter le banc d'un club comme Tottenham? On peut penser ce qu'on veut de Tottenham, ça reste quand même un gros de Première Ligue. Igor Tudor, pour moi, n'est pas un grand coach. Et on l'a vu encore une fois avec des choix compliqués. Kinski, hein, typiquement. Un message, j'ai pas l'impression que son discours passe, honnêtement. Je sais pas. Et un mercato, si on parle plus globalement, un mercato de Tottenham qui pour moi ne porte pas ses fruits, que ce soit Xavi Simons, Colomwani, etc. C'est compliqué. Et tout ce cocktail nous amène au bouquet final de ce qu'on a vu ce mardi soir. Ouais. Donc ils seront éliminés. Hein. Ils seront éliminés. Concrètement, ils passeront pas. Bon, alors j'ai beaucoup de choses à dire parce que je suis sur beaucoup de choses, je suis pas d'accord avec vous. Déjà, juste pour revenir vite fait sur le match comme on l'a tous fait, je trouve que justement paradoxalement Tottenham en première mi-temps, ils sont pas forcément si mauvais, mais ils sont plombés par Kinski justement. Alors, je reviendrai à Igor Tudor juste après. Maintenant, juste pour parler de Kinski parce que tout le monde dit oui, voilà, machin. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive juste cette hypocrisie générale, voilà. Alors, ok, force à lui, hein, ça arrive à tout le monde de rater. Je suis pas là en train de dire ah t'es une merde, tout ça, ta carrière elle sera jamais. Maintenant, voilà, tous les jeunes gardiens, je pense que là on va voir tous les jeunes gardiens de tous les clubs. Si on leur demande est-ce que tu veux débuter un match de Ligue des Champions, il n'y en a aucun qui dit non. Il y en a aucun qui dit non. Ils s'en foutent les jeunes gardiens de débuter un match face à Grimsby Town en mois d'août en Carabao Cup. C'est pas ce que tu recherches quand t'es un gardien. T'as envie de prouver dans des matchs qui comptent vraiment pour le club. Et donc, on te donne vraiment ta chance. Par contre, ouais, la Ligue des Champions, c'est la cour des grands. Donc, tu fais des erreurs, ça pardonne pas, t'es pas encore au niveau. Et après, pour moi, Igor Tudor a bien fait de le sortir. Après, oui, il aurait peut-être pas dû le mettre titulaire. Ça, c'est vrai. Maintenant, peut-être qu'il a vu des choses à l'entraînement. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, Ado, sur Igor Tudor. Moi, j'ai toujours bien aimé Igor Tudor, surtout après son passage à Marseille. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un coach et il y en a très peu maintenant dans le football moderne. Parce que maintenant, c'est un peu devenu la République des joueurs. Et justement, j'en parlais avec Tottenham France, je sais plus quand cette semaine, parce que les joueurs justement ils adhèrent pas au projet de Tudor, et Tudor on sait que c'est un joueur
un coach pardon, qui demande à ses joueurs, à son effectif, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, des courses à haute répétition, etc. Ce qui est dur surtout avec des joueurs. Voilà, on va pas se mentir. Hein, à Tottenham, il y a quand même des fortes têtes, des mecs comme Richarlison, des mecs comme Mathys Tel, etc. On va dire c'est des mecs qui, c'est pas les mecs les plus sérieux de ce qu'on entend en termes d'écho. Donc voilà, il y a ça déjà. Et surtout, en fait, on a vu que quand les joueurs adhéraient au projet, ça marchait. On a vu à Marseille que ça marchait. Après, est-ce que sa méthode n'est pas dépassée pour le football moderne? Ça, oui, ça c'est possible. Ça c'est possible. Moi, personnellement, c'est une méthode que j'aime bien, quoi, parce que tu vois, les joueurs un petit peu princesses qui courent quand ils veulent, etc. Ça m'énerve un petit peu. Mais par contre, sur le reste, je suis d'accord avec vous. Je pense que Tottenham, ça passera pas. Et moi, je vais même aller plus loin que toi, Ado. T'as dit pour toi, l'erreur, ça a été de virer Thomas Frank. Pour moi, l'erreur, ça a été même de virer Postecoglou. Parce qu'en fait, on le voit en première ligue, de toute façon, ils font pas mieux. Mais par contre, Postecoglou, il avait été ramené un titre. Et je trouve quand même que dans le jeu, il y avait plus de cohérence. Il y avait un projet de jeu qui avançait de match en match. Et voilà, je trouve que pour moi, la vraie erreur, ça a été de virer Postecoglou dès cet été. Et surtout pour remplacer par Thomas Frank qui Thomas Frank, ça n'a jamais été un coach de jeu à Brentford. Ça a toujours été un coach, ça a été un coach qui était là depuis longtemps à Brentford et c'était plus un manager. Donc, si tu fais venir un manager, et ben, comme tu as dit, le vire pas au bout de, je sais pas combien de temps, mais très rapidement dans la saison, ça a aucun sens. Donc, le banc de Tottenham, on va dire c'est un peu auto-saboté la saison. Maintenant, il y a plus qu'un point d'avance sur la zone rouge. Ça joue Liverpool ce week-end. Je sais pas si c'est à Anfield ou si c'est au Tottenham Hotspur Stadium. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être très très chaud de finir la saison. Je pense que la Ligue des Champions, c'est mort, C'est à à moins d'un Anfield, gros revirement de pour situation. compléter. Donc voilà. Et juste voilà, comme tu as dit, pour revenir très vite fait sur Atletico, Antoine Griezmann, la remise sur le but d'Alvarez, c'est c'est n'importe quoi. Encore une fois, on, on est très heureux d'avoir vu jouer ce joueur et très heureux qu'il nous ait fait plaisir en Coupe du Monde. Voilà, est-ce que vous avez un truc à rajouter, les gars, ou est-ce qu'on peut passer à Newcastle-Barcelone? Alors, je pense qu'on a dit qu'on a fait le tour. Et je sais pas si t'as entendu, mais c'est Liverpool qui reçoit Tottenham, donc autant te dire, voilà, ça va être compliqué pour Tottenham. Ok, ok. Rien à rajouter, Tom? Non, c'est bon pour moi. Ok, ok. Donc on va passer, les gars, à Newcastle-Barcelone. Bon, les bons élèves de la semaine, hein, ça me fait chier de le dire en tant que fan de Sunderland, mais il faut le dire, je pense que Newcastle, ça a été les bons élèves de la semaine. Hein. Ils ont tenu un nul très bon, on va dire, à, au FC Barcelone, pardon. Je vais juste parler vite fait du match avant de te lancer, Tom, en tant que supporter du FC Barcelone, et je te lancerai après Ado dessus, ou même si vous voulez rebondir, n'hésitez pas hein, à me couper, etc. Mais oui, non, pour moi, c'est surtout là, je vais prendre l'angle FC Barcelone, parce que je trouve que Newcastle a fait le match qu'il fallait faire. Je trouve que Newcastle a fait le match qu'il fallait faire dans ce genre de match, ils ont bien l'intensité. Dès le début du match, ils attaquaient. J'ai trouvé Elanga, qui a été beaucoup critiqué cette saison par la fanbase de Newcastle, très bon. Je ne rate pas tous les matchs de Newcastle en Première Ligue, mais là, pour le coup, il faut le dire, il a été vraiment bon. Le petit Ozula aussi, que j'étais surpris de voir démarrer en pointe, qui a posé beaucoup de danger à cette défense barcelonaise. Mais du coup, j'aimerais bien aussi prendre l'angle barcelonais avec, pour moi déjà, je vais commencer par Rafinha qui m'a déçu. J'ai trouvé à côté de ses pompes, sauf sur la dernière action où il te fait une passe exceptionnelle qui amène au penalty. Mais sinon, j'ai trouvé Rafinha quand même bien en dessous dans ses choix, dans les prises de balles, etc. Et surtout, et je pense que tous ceux qui regardent des débriefs sur le FC Barcelone en ont l'habitude à chaque match de Ligue des Champions, c'est qu'on va revenir sur Ronald Araujo. C'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est plus possible. J'ai trouvé qu'il n'avait pas fait un match tant horrible que ça. Pour un Ronald Araujo, hein, si on se met à son échelle, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été si horrible que ça. Par contre, je suis désolé, tes défenseurs, sur le but encaissé, je regardais le match avec mon père à ce moment-là, on s'était fait une espèce de fixette sur lui. Il demande à sortir parce qu'il a des crampes. Le coach le fait pas sortir tout de suite. Et là, tous ceux qui ont joué au foot vont voir de quoi je parle. Il se planquait. Là, sur l'action du but, si vous regardez le ralenti, il se planque au milieu de terrain. Tu vois, il trottine un petit peu, il prend vraiment personne au marquage. Ça, c'est tous ceux qui ont joué au foot, on connaît. On se planque, on a un petit peu mal, on demande au coach de sortir. Le temps de sortir, on se cache un petit peu, on ne demande pas la balle. Sauf qu'au bout d'un moment, quand t'es défenseur central, en Ligue des Champions, au FC Barcelone, à l'extérieur, dans un stade où c'est le feu comme ça, c'est la folie, tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre. Donc pour moi, la défaite, elle est la défaite, le match nul, on va dire, il est pour lui. Maintenant, le Barça, j'ai trouvé quand même leur approche très, c'est limite un surplus d'ego, j'ai trouvé que le Barça a eu, en mode, on va y aller tranquille, dans tous les cas, ça va le faire au match retour. Peu importe si on perd le match 1-0 ou quoi. Et pour moi, le Barça, même si, en tant que fan de Sunderland, j'aurais aimé que Newcastle se fasse éliminer,
je trouve que le Barça aurait mérité de perdre et aurait même mérité de perdre 1 ou 2-0 pour vraiment qu'ils se prennent une claque. Parce que derrière, le match au Camp Nou, ça va pas être donné, quoi. Et je trouve que c'est un peu un manque de respect pour leurs supporters, pour la compétition et même pour Newcastle d'avoir fait le match qu'ils ont fait au St. James Park. Et voilà, après cette petite tirade, on va dire, je te lance Tom sur ton club de cœur, le FC Barcelone. Bah, déjà pour ce qui est du match, en soi, mon analyse en tant que Barcelonais, là déjà ça commence à faire quelques matchs, on va dire importants, à grosses échéances, que ce soit contre l'Atlético en coupe ou même des matchs importants de Liga ou en poule de Ligue des Champions, bref, où on n'a clairement pas le niveau attendu. Surtout, on le voit que avec des stories d'Yamal par exemple, c'est comme ça que même les joueurs entre guillemets ils le font pas vraiment, vous allez comprendre, disent à leurs supporters, c'est maintenant, c'est ce soir, regardez, allumez votre télé, quoi. Et ça fait ces 3-4 matchs d'affilée où on est un peu déçus, clairement déçus. Après ce match-là, Newcastle a clairement mis l'intensité qu'il fallait, ils ont fait leur match, surtout, en tout cas, j'avais le sentiment que le Barça n'était pas prêt pour cette intensité-là, alors que franchement, c'est peut-être nul de dire ça, mais on pouvait s'y attendre à une intensité de la part de Newcastle qui reçoit chez eux le FC Barcelone. Surtout qu'on les a déjà joués en poule, on a déjà le vécu du match là-bas. Après, ouais, évidemment, on peut parler d'Araujo, et même au-delà du but, et certes, il a pas non plus été ignoble, c'est vrai, mais il y a quand même des actions. J'ai une action en tête où je crois que c'est Harvey Barnes qui met une tête sur un centre qui vient de la droite, où tu vois Araujo qui est derrière lui, qui fait semblant de sauter comme ça, c'est juste pas possible. Harvey Barnes qui gagne son duel tellement facilement juste devant Johan Garcia, c'est le genre de truc, c'est pas possible. Mais après, même Koubarsi, je suis pas c'est le genre de joueur que j'ai connu, qu'on a connu en tout cas beaucoup plus convaincant que maintenant, et on les sent parfois assez fébriles, et on a bien vu que l'attaque de Newcastle en a profité, hein, les espaces qu'il y avait sur les côtés, avec même des Anthony Gordon, etc., qu'on fait bien mal. Donc après, ouais, c'est dommage pour le FC Barcelone, mais en tout cas, Newcastle, ça va quand même être dur, je pense, le retour, si le Barça s'y met enfin, mais on sait jamais à quoi s'attendre, j'ai l'impression en ce moment, donc faut pas parler trop vite. Enfin voilà, c'était mon petit avis. Je vous laisse rebondir si vous avez. Vas-y, je te laisse rebondir dessus, Ado, pour finir sur Newcastle Barça. Ouais, complètement. Bah du coup, moi, je te rejoins Simon quand tu disais peut-être il y a eu un peu de suffisance de la part du FC Barcelone et qu'ils ont été vraiment, vraiment surpris par l'impact physique et l'intensité que Newcastle a pu mettre sur ce match-là, et plus particulièrement autour de Lamine Yamal, où tu vois que ça a vraiment été étudié en vidéo, à l'entraînement, etc., où on a vu, alors ceux qui suivent la Première Ligue le connaissaient déjà, mais l'éclosion un peu aux yeux du monde de Lewis Hall. Honnêtement, j'espère qu'on va se positionner dessus en tant que supporter de Manchester United sur les prochains mercato, parce qu'il a été excellentissime. Euh, et puis même plus globalement, que ce soit Joe Linton, Tonali, au milieu de terrain, qui ont vraiment étouffé un peu Pedri, qui lui ont empêché de jouer comme il a l'habitude de jouer, parce qu'on sait que si tu lui laisses un peu d'espace, ça va être beaucoup trop compliqué après de courir derrière le ballon. Et donc, cette espèce de stratégie man-to-man où tu viens coller le porteur de balle directement, lui mettre un petit coup, un petit tampon dans le dos, etc., dès qu'il touche le ballon, et ben j'ai trouvé que le FC Barcelone avait vraiment été surpris par rapport à ça. Euh, on a eu vraiment un match, et c'est pas un hasard que c'est la seule équipe anglaise qui a joué à domicile cette semaine. On a eu vraiment un match PL, marqué PL en fait, dans l'intensité, dans même derrière notre écran, je voyais vraiment avec le St. James Park en feu, le public, etc., qui mettait la pression. On avait vraiment, vraiment un match typique de PL. Et le FC Barcelone n'a pas su vraiment trouver les solutions pour faire mal à cette équipe de Newcastle, et qui marque vraiment au bout du bout sur penalty. Il n'y a pas de débat sur le penalty, honnêtement, je ne veux pas rentrer là-dedans. Pour moi, il y a penalty, malheureusement. Malik Thio, bah, il fait faute, voilà, ça siffle, pas de souci. Mais oui, Newcastle méritait mieux, je pense. Et je vais pas être vraiment optimiste pour Newcastle, parce que au Camp Nou, on sait comment ça va se passer. Ils vont beaucoup courir. Il y aura pas le public derrière pour les pousser. Et je les vois pas reproduire 90 minutes comme ça, sachant que ils jouent Chelsea en plus là. Donc là, honnêtement pour Newcastle, physiquement, ça va être dur d'aller chercher le résultat au Camp Nou. Même si j'espère honnêtement, et tu m'en voudras pas Tom, qu'ils le fassent chez vous, tout simplement. Parce que j'aime bien cette équipe de Newcastle. Désolé Simon, mais j'aime bien Newcastle.
Non, il y a pas de souci, il y a pas de souci. Juste pour rebondir vite fait ce que tu disais avant de passer sur le match avec Galatasaray Liverpool, c'est bien, on avance bien dans cette émission. Généralement, on perd un peu de temps futile. Là, on avance plutôt pas mal. 40 minutes d'émission. On est déjà à l'avant-dernier match, sachant qu'au Arsenal, il y aura peut-être un peu moins de choses à dire. Donc, c'est bien, on avance bien. Juste pour revenir à ce que tu disais sur le FC Barcelone, je trouve que oui, ils ont été surpris, etc. Maintenant, on le savait tous. On avait fait la preview avec Mehdi et Souleymane la semaine dernière de ces matchs-là, et on avait clairement dit, Newcastle, ça va jouer dans l'intensité, intensité, intensité. Le FC Barcelone, on a l'impression qu'ils étaient autant surpris qu'un mec qui a jamais vu jouer Newcastle, ce qui est vraiment pas normal. Enfin bref, voilà, pour revenir là-dessus, on a à peu près tous le même avis, hein. Le FC Barcelone a fait un mauvais match, et Newcastle a fait un bon match, en gros. On va passer maintenant sur Galatasaray Liverpool, le premier match de la semaine en Ligue des Champions, celui qui au final a annoncé un petit peu la catastrophe qui est arrivée. Alors il y a beaucoup de choses à dire, je trouve, sur Liverpool, ou plutôt plus grand chose, parce qu'en fait, Liverpool, j'ai l'impression qu'on dit la même chose chaque semaine, et que chaque semaine, ça progresse pas, quoi. Chaque semaine, c'est la même merde qu'on voit, désolé de ma vulgarité, mais c'est la vérité, c'est la même merde qu'on voit. Je trouve que Florian Wirtz, il a été encore une fois absolument fantomatique. Alors, je voulais avant l'émission, charger Ibrahima Konaté, que j'ai trouvé encore une fois très, très mauvais. Maintenant, j'ai appris qu'il vient d'avoir un drame dans sa famille, juste un peu avant le match. Donc, ça me met un peu mal à l'aise on va dire, de mal parler de lui. Mais par contre, du coup, j'aimerais quand même parler du coup du board de Liverpool, parce que en fait, c'est quand t'as un club qui a autant dépensé, qui vient de finir champion d'Angleterre et qui a autant d'ambition, c'est pas, je veux dire, ce genre de truc, c'est imprévisible, mais au pire, il aurait pu être blessé. Tu sais ce que je veux dire? Enfin, c'est pas normal qu'il y ait personne pour remplacer Konaté à ce moment-là, pour que Konaté ne soit pas sous le feu des projecteurs à ce moment-là. Je veux dire, il vient de vivre un drame très important dans sa famille. Bah ouais, le mec forcément, il est peut-être il est moins dedans, et ça c'est humain. Et bah il aurait eu besoin, je pense, d'être sur le banc. Maintenant, t'as Joe Gomez qui devait jouer arrière droit parce que Frimpong encore blessé. Et désolé, il y a un klaxon dehors, un camion qui klaxonne. Et on a Léonie. Léonie, écoutez, je le connais pas, hein, on l'a jamais vu jouer encore cette saison, donc enfin ou peut-être une ou deux fois. Moi personnellement, j'ai pas vraiment de souvenir de Léonie, donc voilà, c'est un peu ça que je reproche à Liverpool. Et surtout, voilà, Mohamed Salah, que j'ai trouvé, mais waouh, mais c'est de plus en plus compliqué, Mohamed Salah, quoi. Je vais vous relancer après là-dessus, hein, mais Mohamed Salah, de semaine en semaine, ça devient de plus en plus dur. Alors, on s'attendait tous à un déclin vis-à-vis de l'âge, etc. Mais là, c'est au-delà du déclin physique. Là, c'est le mec qui réussit plus un contrôle, plus un bon choix, plus une bonne passe, plus un bon dribble. Là, il est où le joueur ballon d'orisable de l'année dernière, quoi. C'est ce que je me demande. Et donc, voilà, je vais te lancer à dos sur ce match, sur ton avis un petit peu sur vos ennemis jurés de Liverpool, quoi. Ouais, ouais, carrément, nos ennemis jurés de Liverpool, et pour le coup, ça me fait même plaisir qu'ils perdent, qu'ils perdent ce match-là. Mais honnêtement, je te rejoins sur ce que tu as dit, sur Weghorst, sur Salah. Salah, je pense qu'on est en train de vivre ces derniers moments du côté de Liverpool, honnêtement, parce que déjà sportivement, ça va plus, concrètement, depuis le début de saison. Et même ses relations avec le board, ses relations un petit peu avec le coach, etc. Tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leurs relations. Donc il y a quelque chose qui s'est cassé. Après, oui, Konaté, je suis d'accord avec toi. S'il a vécu un drame, il aurait peut-être fallu ne pas le titulariser. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as? Bah oui, non, mais c'est ça en fait que je reproche au board de Liverpool, moi, c'est de pas avoir construit un effectif assez étoffé pour permettre à Konaté de pas être sous le feu des projecteurs à ce moment-là. C'est ça, et parce que Joe Gomez, bah oui, bah il dépanne à droite, pas de souci, mais Joe Gomez, c'est pas une solution viable, même dans l'axe. Léoni, il est blessé, il s'est fait les ligaments Ah même ok, avant le ok, début de ok. saison. Ouais, il s'est fait les ligaments avant le début de saison. Là, c'est saison blanche, on le verra pas avant l'année prochaine. Florian Wirtz, bon, on attend toujours ses 100, 115 ou 120 millions, on attend toujours de voir. Honnêtement, j'aime pas parler d'argent, mais on a assez tapé sur Manchester, sur Pogba et tout, donc là, je me cache pas pour le faire aussi quand il faut. Donc ouais, non, Liverpool, encore une fois, match très compliqué. Galatasaray pouvait même gagner 2 ou 3-0 si Osimhen gérait un peu mieux certaines situations. Et moi, je pose la question, s'il y a des supporters de Liverpool qui vont regarder ce podcast, je pose la question, Arne Slot, les gars, qu'est-ce que vous attendez pour vraiment mettre un peu la pression, pour vraiment ouvrir le dossier Arne Slot? Parce que je trouve que les supporters de Liverpool sont vraiment, vraiment gentils avec lui. Alors oui, il prend le titre l'année dernière et tout, mais pour moi, à mon humble avis, il a surtout mangé dans la gamelle de Jürgen Klopp l'année dernière. C'est ce qui lui permet de gagner la Première Ligue. C'est surtout et avant tout l'équipe de Jürgen Klopp. Là, il a voulu repartir sur une équipe à lui.
et on voit ce qui est en train de se passer. Je pense quand même qu'ils vont faire à Anfield, honnêtement. Je pense pas que Galatasaray, en dehors de son chaudron, en dehors de l'enfer de Galatasaray, vont le faire. Ils vont arriver à Anfield, ça va être compliqué, et je pense qu'ils vont gagner, même assez facilement, honnêtement. Attends, j'en profite juste pour lâcher une petite dédicace à Univers LFC. Et toi, Tom, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de Slot, justement? Et puis après, donne ton avis sur ce match, mais commence à parler un peu de Arne Slot. Alors Slot déjà quand l'année dernière il y a eu le titre, en soi j'en pensais du bien, etc. Il y a eu ce gros mercato, il y a eu le début de saison très prolifique, en tout cas ça s'est très bien passé, il y avait une grosse série de victoires, etc. Ils étaient premiers pendant un moment. Et la grosse méforme, pareil, complètement l'inverse du début de saison du coup. Et depuis c'est un peu ça vacille à droite à gauche, etc. Surtout qu'on sait que la Ligue des Champions c'est clairement leur objectif cette année, ou en tout cas ils vont tout donner pour aller au bout et que tu peux pas te permettre de faire un match aller pour moi comme ça. En tout cas, il n'y a pas tout qui est acheté, c'est sûr, mais en termes d'efficacité, tu dois faire largement mieux, surtout quand tu es Liverpool et que tu as un mercato à, je sais plus, 200 et quelques millions, je sais plus exactement. 500, 500, 500, ah ouais, j'étais très à 500. côté de la plaque. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais rebondir. Ça fait maintenant un moment qu'on voit plus Isaac depuis. Il est blessé, il est blessé, il est blessé. Ouais, ouais, je sais, mais depuis, je sais plus c'était quel match. Et Kitike, hier pour le coup, était pas mauvais. On sentait qu'il était parfois esselé, etc. C'est ça, exactement. Mais dans tous les cas, comme tu l'as dit, il y a trop de blessés, il y a trop d'absents. Ou en tout cas, s'ils avaient pu faire Gueye pendant le mercato, ça aurait peut-être ajouté un élément en défense. Mais là, pour le coup, comme tu l'as dit, titulariser Konaté, c'est pas possible avec un problème personnel avant. Et pour ce qui est de Slot, du coup, moi j'aurais tendance à pencher. Certes, c'est vrai qu'il faut laisser du temps aux entraîneurs, etc. Mais je trouve quand même que là, il a eu du temps. Surtout, il a eu le temps de se remettre en question, remettre en doute et de tenter des nouvelles choses. Il n'y a pas de progression, Ça en marche fait. toujours pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de progression. Donc, je suis pas dans les bords de Liverpool et je suis peut-être pas assez pour pouvoir être légitime à donner mon avis. Mais en tout cas, il va falloir faire des changements, c'est sûr. Au moins, lui mettre une bonne pression. Ok, bah écoutez, merci les gars pour cet avis encore une fois très constructif. On va passer vite fait, très rapidement, hein. Le but c'est pas de faire 10 minutes dessus non plus, mais sur les Leverkusen Arsenal, moi je vais juste passer très rapidement dessus parce que je trouve que ce match c'est un peu le match. En fait, le problème c'est qu'on sait tous que Arsenal ça va passer au retour à l'Emirates, parce qu'à domicile Arsenal c'est très fort. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais juste passer rapidement. Je suis quand même déçu d'Arsenal, mais plus particulièrement de Saka, que j'ai trouvé très mauvais encore une fois. En fait, comme tous les matchs cette saison. En fait, je trouve que Bukayo Saka fait la pire saison de sa carrière pour l'instant dans ce qui est censé être une saison historique et la meilleure saison de l'histoire moderne d'Arsenal. Donc c'est un peu là-dessus où je vais reprocher, on va dire, à Bukayo Saka. Sinon, très agréablement surpris par les Leverkusen avec j'ai revu Martin Terrier, j'avais aucune idée qu'il était là-bas. Le petit Kofané, que je connaissais pas du tout, l'attaquant camerounais, je crois, ou gabonais, je sais plus. En tout cas, il était, Nigérien, je crois. écoute, je vais regarder tout de suite. Je suis pas sûr. Cameroun, Kofané, Cameroun, non, Cameroun. Ok, Camerounais, il est bien Camerounais, je l'ai trouvé ok, vraiment autant pour moi. intéressant, créer du danger et tout. Le petit Maza aussi qu'on avait vu à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, pardon, avec l'Algérie, le petit jeune qui est, bah, encore une fois, il m'a fait une bonne impression, assez technique, etc. On a revu Jarel Konsa, qui était de Liverpool, qui a fait un match pas ignoble non plus, d'ailleurs, je trouve. Martinelli, que j'ai trouvé pas dégueulasse à Arsenal, par contre, sinon, ouais, c'est quand même encore une fois compliqué de se créer des occasions, etc. dans cette équipe, mais ils ont eu le penalty. Alors le penalty, on n'est pas là pour parler d'arbitrage. Moi, j'aime pas trop parler d'arbitrage. Il est un petit peu limite sur un angle. J'ai vu un angle hier où pour moi, sur cet angle-là, il y a penalty. Maintenant, voilà, c'est fait, c'est fait. Il y a eu penalty. Je pense quand même qu'Arsenal va se qualifier au retour. Voilà, mais attention quand même, parce que même s'ils ont un truc facile, attention à pas non plus trop se voir le chemin facile et se faire éliminer trop rapidement. Les gars, est-ce que vous voulez rajouter un petit truc sur Arsenal Leverkusen? Leverkusen Arsenal, pardon. Pas grand-chose. On a vu le Arsenal qu'on voit depuis le Je crois début que de t'es mute, saison dans Do. les. Ah, là, Non, ça, moi je tu t'entendais. m'entends? Ouais, je t'entends moi. Ah bah c'est ok. Ah, là, c'est Parce que là, simultané. mon micro, il est pas en mute effectivement. Par contre, toi, je t'entends Ouais. plus, Simon. Non, on ne t'entend Non. pas. Ah, t'entends pas, chef.
My bad, les Ah, mecs, petit bug, Ah, voilà. j'avais mon micro de mute. On coupera ça au montage. On coupera ça au c'est pas montage. J'étais là, grave. je parlais, en plus, je disais non, mais on t'entend pas. Euh, non, je voulais dire, Ado, si t'avais un petit mot à rajouter sur Leverkusen Arsenal. Et voilà. Bon, ce sera vraiment, vraiment très rapide, t'as tout dit. J'ai juste vu le Arsenal que je vois depuis de très longues semaines, de très longs mois, et je voulais juste revenir sur Bukayo Saka. Bukayo Saka, c'est un joueur que je trouve n'est pas à la hauteur de la réputation et de l'image qu'on nous en fait. Je suis d'accord. Je trouve que je trouve qu'on survend un peu Bukayo Saka, et je trouve que aussi Arsenal et les supporters d'Arsenal ont besoin d'avoir cet étendard, comme tu l'as très bien dit, saison censée être historique, donc tu as besoin un peu de ce joueur, un peu le Cristiano Ronaldo de l'époque à Manchester United, un peu le Salah de Liverpool. Il leur faut aussi ce porte-étendard, chose qu'ils n'ont pas, parce que à la fin de la saison, s'ils prennent un titre, qu'est-ce qu'on va retenir d'Arsenal concrètement? Et ben tout ce qui s'est dit de négatif depuis le Grosse début de saison, défense, gros, les coups de pied gros arrêtés, le jeu de contre-pressing. cœur, voilà. Enfin, que des choses vraiment pas très glorieuses. On va pas parler de Jokeres, on va pas parler de Saka, on va peut-être parler de Declan Rice à la limite, mais on va surtout parler de Saliba, Gabriel, Raya et des coups de pied arrêtés. Mais comme tu l'as dit, ils vont passer, je pense, très très largement chez eux au retour. Ok, ok. Tom, un petit mot dessus ou... Non, à la limite, très court, juste que pour revenir sur le truc de Saka, il lui manque un côté imprévisible et incisif, un petit peu comme Madueke, limite C'est clair, sa rentrée, c'est il y clair. avait vraiment du bon dans sa rentrée. Et c'est là où ouais, il manque ce côté un peu incisif qu'on avait peut-être au début, même je me rappelle pendant l'Euro, c'était déjà pas mal, mais il a jamais atteint ce niveau de top player qu'on aurait. Enfin, il l'a peut-être déjà atteint, mais en tout cas, ça fait un moment qu'il l'a pas atteint. Et il est capitaine d'Arsenal en plus. Non, ouais, je suis plutôt d'accord avec vous, les gars. Juste donc, voilà, on va faire vite fait un petit top flop de la semaine. Non, bah, vous savez quoi, ça, voilà, je vais le couper au montage. En vrai, ça, on va pas avoir le temps. Donc voilà, les gars, merci de votre avis sur Leverkusen Arsenal. Pour finir, les gars, on va répondre à cette fameuse question. Est-ce que la première ligue est surcotée? Ça, c'est une question qu'on a, enfin, c'est un poncif qu'on a vu partout dans la, sur les réseaux cette semaine. Donc moi, j'aimerais juste donner mon avis avant de vous lancer vous. En fait, pour moi, c'est tout simplement la pure culture de l'instant. Parce que, voilà, là, tous les clubs, ils ont perdu. Donc, voilà, tout le monde dit la première ligue, c'est le pire championnat du monde. Mais pour moi, la première ligue reste, enfin, le pire. Je me suis mal exprimé. Tout le monde dit que la première ligue, c'est surcoté. Mais pour moi, la première ligue reste le meilleur championnat du monde. Et de loin, hein, et de très loin. Et ça le restera encore pour longtemps. Maintenant, voilà, tout dépend. Si les gens s'attendent à ce que les clubs de première ligue, il y a 4 clubs en demi-finale et qu'en fait, ce soit la Ligue des Champions de la première ligue, bah ouais, non, les clubs peuvent perdre contre, enfin, je veux dire, ils ont quand même pas perdu contre des pitres. Ça a perdu contre le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, contre le Real Madrid, contre j'ai un trou. J'ai un trou, j'ai un big trou, je L'Atlético sais plus contre Madrid. qui City, non contre qui, oui contre l'Atlético pardon. Enfin ça a perdu, désolé hein, pour ce petit trou, ça a perdu contre des équipes quand même assez fortes quoi on va dire, et c'est pas non plus des pitres. Maintenant donc oui si on pense que les clubs doivent gagner tout la première ligue et du coup surcoté, sauf que personne ne pense ça, personne de sensé ne pense ça. Et maintenant, je suis désolé, mais quand on voit en fait le niveau d'un championnat, ça se mesure pas juste aux équipes qui sont en Ligue des Champions. J'ai vu un truc assez marrant qui disait Chelsea joue Newcastle samedi soir. J'imagine que vous allez regarder Elche Osasuna en même temps. Tu vois, en fait, c'est ça aussi le truc, c'est que en première ligue, moi par exemple, je suis fan de Sunderland. Je regarde aussi beaucoup la Ligue 1 par exemple. Je regarde l'Olympique de Marseille. Il y a très peu de matchs où je prends autant de plaisir. Par exemple, un Marseille Monaco, par exemple, je vais prendre moins de plaisir devant qu'un Brighton Crystal Palace. Parce qu'en fait, il y a plus de talent. Alors après, bon, en vrai, là, j'ai voulu piquer la Ligue 1. Marseille-Monaco, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais si tu prends par exemple un Brighton Crystal Palace, tu fais une comparaison avec des autres championnats, ça va faire quoi? Lecce, Hellas Vérone, ça va faire Angers Lorient, ça va faire Elche Osasuna, on l'a dit tout à l'heure. Donc pour ça, moi, c'est la première ligue n'est pas surcotée tout simplement parce qu'il y a du talent à chaque étage. Alors après, oui, peut-être les grosses équipes, des fois, elles peuvent se rater. Oui, des fois, il peut y avoir des 0-0 dans le match du dimanche 17h30. Mais est-ce que je vous rappelle les derniers classicos avant que Yamal y revienne, là, les classicos horribles qu'on se tapait entre le Barça et le Real, où ça faisait des 1 partout, des 2-1, où c'était horrible à regarder. Donc si même les classicos
c'est horrible à regarder. Oui, des fois, il y a des matchs de première ligue qui sont horribles à regarder. C'est comme dans tous les championnats. Moi, je pense juste qu'en fait, l'attente des gens est trop haute. L'attente, en fait, ils s'attendent à une super ligue, à du football fantasy, à du football qui n'existe pas, en fait. Et du coup, forcément, les gens sont déçus. Mais si on compare aux autres championnats, la première ligue est pour moi de loin le numéro un. Voilà, désolé les gars pour le temps de parole, je me suis un peu perdu dans mes mots. Et vas-y, je te lance ado sur ce sujet, cette question épineuse. Ouais, non, je suis entièrement d'accord à 100% avec toi. C'est totalement de la culture de l'instant. Et je vais même commencer mon argumentaire en disant, en citant un grand philosophe qui s'appelle Robert Sanchez, qui a dit tous les joueurs sont des bons joueurs avant de rejoindre la première ligue. Et ça, c'est vraiment révélateur parce que le nombre de grands, soi-disant bons joueurs qui rejoignent la première ligue depuis la Bundesliga, depuis la Liga, et qui viennent se casser les dents en première ligue, il y en a à l'appel. Maintenant, il faut bien dissocier Coupe d'Europe et championnat. Parce que comme tu l'as dit, un championnat ne se juge pas sur des rencontres de Coupe d'Europe, des rencontres ponctuelles par-ci par-là. Ça se juge sur les 20 équipes, ou 18 pour la Bundesliga et la Ligue 1. Mais ça se juge sur toutes les équipes. Et la première ligue, qu'on le veuille ou non, c'est le championnat où le plus homogène et le plus intense dans le fait d'aller chercher des objectifs, que ce soit la qualification en Coupe d'Europe, ne pas descendre en Championship ou gagner un titre. Il y a très peu de championnats où c'est aussi intense qu'en Première Ligue. Et la raison, elle est simple. On pense aujourd'hui que les gros clubs de Première Ligue, leur niveau a baissé. Alors peut-être, il y a un peu de ça peut-être, mais moi je pense que c'est surtout l'homogénéité et des clubs soi-disant moyens historiquement qui ont vu leur niveau s'élever. Un club comme Sunderland, promu, qui te claque 200 millions d'euros lors du mercato d'été dernier, ça n'existe nulle part ailleurs. Ils te font des recrues hyper compétitives et pendant un mois et demi, 2 mois, ils sont dans le top 5, top 6 de Première Ligue, normal, et personne trouve ça choquant, parce qu'au final, c'est cohérent avec les investissements. Et pour terminer, parce que on juge la première ligue, enfin les gens jugent la première ligue là par rapport à ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, faut pas avoir la mémoire trop courte. Si on prend une période là récente sur les 5 dernières années, sur les 5 dernières années, on a eu Manchester City, Liverpool, Chelsea qui ont gagné la Ligue des Champions. Trois victoires de trois clubs différents. Ça n'existe pas en Liga. Ça, sans parler des finales où on a eu Manchester City-Liverpool, tu fais bien de me couper. Euh, en Liga, ça n'existe pas. En Ligue 1, ça n'existe pas. En Serie A, j'en parle même pas. En Bundesliga, c'est que le Bayern. Euh, en Europa League, l'année dernière, finale Tottenham-Manchester United. Manchester United qui sort l'Athletic Bilbao, qui était la meilleure défense de Liga à l'époque. Conference League, c'est comment ça s'appelle, Chelsea l'a pris récemment. West Ham l'a pris récemment. Et si je dis pas de bêtises, c'est qui l'a pris l'année dernière? Ça va me revenir. Mais bref, c'est un club anglais aussi qui l'a pris l'année dernière. Donc tout ça pour vous dire que c'est Chelsea. Ok, bah voilà. Donc tout ça pour vous dire que il faut pas avoir la culture de l'instant exacerbée comme ça sur une semaine de match de Ligue des Champions, parce que si on prend au global sur les 5 années, les clubs de Première Ligue, c'est plus que cohérent. Et pour terminer, j'arrête mon monologue sur ça. L'année dernière, le champion en titre, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, te sort Aston Villa, Arsenal et Liverpool, que des équipes anglaises. Donc ces équipes anglaises-là, si elles perdent, en général, c'est contre l'équipe qui va au bout. Et l'année dernière, c'en est la preuve. Voilà, désolé, hein, j'ai beaucoup parlé, mais cette question elle me tient à cœur. J'ai fait un tweet où je me suis fait, qui a beaucoup tourné, justement par rapport à ça, où je me suis fait un peu aller valser dans tous les sens. Mais ça me tenait à cœur de défendre un peu l'honneur de la Première Ligue. Alors déjà, donc pour ce qui est du niveau global de la Première Ligue, pour moi, je parle que du championnat. En championnat, je parle pas des matchs européens. Il y a même pas à débattre quand tu vois l'adversité qui est entre les clubs. Une équipe du top 5 qui peut perdre contre une équipe relégable. Enfin, il y a même pas d'exemple à citer. Ça, on le voit tous les week-ends. Même le fait, comme tu l'as dit, Simon, le fait de, je sais pas, regarder un Bournemouth Brighton.
En tout cas, moi, en plus qu'un avis extérieur, je trouve ça passionnant en termes d'intensité, etc., de voir que même, entre guillemets, les équipes moins connues peuvent proposer un niveau de jeu qu'on voit pas en Ligue 1. Ouais, bah ouais. Et, et ben justement, le fait qu'il y a un très bon joueur dans chaque grosse équipe, déjà, dans toutes les équipes de PL, je pense qu'il y a un joueur qui a une valeur marchande au-dessus de 30-40 millions, ce qu'il n'y a pas dans les autres championnats, clairement. Et ça donne vraiment cette impression dans le monde du foot. Je vais faire une analogie, vous allez comprendre. Avec la NBA, je parle même pas en termes de niveau, je parle en termes d'identité. C'est ce que je disais avant avec Ado. Vraiment, chaque club a son logo qu'on connaît tous, ses chants de supporters, son surnom, etc. Il y a vraiment cette identité où, comme en NBA, chaque club a entre guillemets son joueur star, voire même plusieurs. Hein, on voit avec, comme tu l'as dit, avec Bournemouth, avec des croupiers juniors, etc. Et tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il y a eu des mauvais résultats là en huitième de Ligue des Champions contre les grosses équipes qu'on a citées, etc que tu peux directement descendre le championnat. Je suis sûr que si on regarde dans le passé, t'enlèves le Bayern et les deux monstres de Liga en Ligue des Champions, il y a plein d'années où je sais pas, il y avait aucun club italien à partir des quarts, il y a plein d'années où il y avait aucun club allemand à partir, enfin bref. Donc si on joue à ça, je pense que la première ligue est le club à la limite où il reste le plus de clubs par année, mais bref, tout ça pour dire que non, pour moi, elle est pas surcotée. À la limite, je veux bien entendre que cette année, les grandes équipes brillent moins en Europe. Ça, c'est totalement entendable parce qu'on le voit là. Et encore, il faut attendre le match retour parce que pour l'instant, Mais il y même a... ça, excuse-moi, je te coupe, mais même ça, je veux mettre ça en perspective, parce que dans le top 8 de la phase aller, t'as 5 clubs de première Ouais. ligue. Et on va me dire, oui, mais c'est parce que les clubs de première ligue ne peuvent pas s'affronter. Oui, mais la règle, elle est valable pour tous les clubs de toute la compétition, pas que pour les clubs anglais. Et c'est pas de la faute de la première ligue et du niveau de la première ligue. Si on prend, enfin, je dis on, voilà, vous avez compris, on prend Ligue Europa, on prend Conference League, ce qui fait que automatiquement, ça t'amène plus d'équipes en Ligue des Champions les années d'après. Et l'année prochaine, on a encore potentiellement 6 équipes de Première Ligue qui seront présentes en Ligue des Champions. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a pas de souci. De toute façon, j'avais fini ou en tout cas, j'allais finir. Donc après, si vous avez encore des choses à dire, n'hésitez pas. On t'entend pas, Simon. Je crois que t'es encore mute, Simon. Ouais, bah déjà, merci encore une fois pour l'invitation, c'était vraiment sympa. Merci à vous. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, donc Ado MUTD, donc pour Manchester United. Pareil sur Twitter. Twitter, je suis très actif là-bas, donc si vous voulez me follow, Twitter, YouTube, même si vous n'êtes pas supporter de Manchester United, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Ah, je crois qu'il a bugué. Oula, Ouais, je crois qu'il a. c'est pas grave, Ok, c'est pas grave. c'est bon. Non, bah déjà, ouais, sur les terrains de foot, je t'invite à suivre Ado du coup et Sunderland VF déjà qui font tous les deux du contenu qualitatif, ça fait plaisir de voir qu'il y a du professionnalisme même entre guillemets dans l'amateurisme, même si je vous qualifie pas du tout d'amateur quand on voit votre contenu, T'inquiète. c'est très carré. Du coup voilà, allez les suivre et rendez-vous bah, tous les week-ends sur les pelouses. Hein.